Ici, tu vas comprendre comment la volonté des États-Unis d'exercer une influence globale, notamment dans le monde arabe, a produit des conséquences durables, instabilité politique, radicalisation, guerre et même les attentats qui marquent encore notre époque. Ce que tu entends aujourd'hui, c'est le résultat d'une longue histoire faite de choix stratégiques, d'alliances ambiguës et d'intérêts économiques. Et si tu veux vraiment comprendre le présent, il faut revenir aux décisions prises il y a plus de 40 ans. Bienvenue sur Socratie et aujourd'hui nous sommes dans l'épisode 9 de la série numéro 3, les dessous du capitalisme, et on va voir brièvement comment la quête américaine pour protéger son modèle économique a profondément bouleversé les pays riches en pétrole, mais aussi comment cette logique a eu des répercussions directes en Occident jusqu'à dans notre sécurité, nos crises politiques et notre rapport au monde. Et avant que je commence, je tenais à vous dire que si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément. Je mets un rappel de contexte historique. À la fin des années 70, tout explose. L'Iran devient une république islamique anti-occidentale, l'Irak se bat contre l'Iran et l'URSS envahit l'Afghanistan. Pour les États-Unis, l'équation est simple, protéger leurs intérêts et bloquer les soviétiques. Mais plutôt que d'envoyer leurs armes, Washington choisit la technique du soutien indirect. D'un côté, il s'appuie sur Saddam Hussein jusqu'à ce que celui-ci refuse de devenir un allié obéissant. Et de l'autre, il soutient les moudjahidines afghans, mais via un intermédiaire, l'Arabie Saoudite, qui finance largement ses combattants, y compris ceux dirigés par Oussama Ben Laden. L'objectif ici n'était pas de créer du terrorisme, mais d'armer un contre-feu anti-soviétique. L'argent saoudien sert donc à entraîner des combattants, acheter des armes et créer une barrière contre l'URSS et l'Iran révolutionnaire. Et pendant ce temps, les États-Unis essaient de transformer l'Irak en partenaire docile, mais échec total, Saddam s'émancipe, défie Washington et ce bras de fer prépare les guerres du Golfe. Mais alors, pourquoi les États-Unis financent-ils des groupes radicaux? La stratégie américaine repose sur 3 idées simples. La première, c'est affaiblir l'URSS en soutenant ceux qui la combattent. La deuxième, c'est renforcer les alliés sunnites face à l'Iran chiite devenu hostile. La troisième, c'est influencer la région sans envoyer de troupes. Cette stratégie, elle est très efficace sur le court terme, mais explosive sur le long terme. Car ces groupes armés gagnent en puissance, s'organisent et certains finiront même par se retourner contre les États-Unis. Conséquence, la naissance d'Al-Qaïda et la montée du ressentiment. Mais voilà, une fois que l'URSS a été affaiblie, les États-Unis décident de se désengager de l'Afghanistan. Résultat, un vide stratégique. Les groupes radicaux s'installent, se renforcent et l'un d'eux, le plus connu, Al-Qaïda, se dote d'un objectif très clair, frapper l'Occident. Le ressentiment envers les États-Unis s'amplifie aussi à cause de la présence militaire américaine en Arabie Saoudite, le soutien à Israël et les interventions répétées au Moyen-Orient. Tout cela transforme la stratégie américaine de la guerre froide en véritable bombe à retardement. Et voilà que le 11 septembre, Al-Qaïda frappe New York et Washington, faisant près de 3000 morts. Ce n'est pas une attaque liée à l'Irak, mais c'est une attaque directe contre les États-Unis, accusés d'avoir soutenu les Saoudiens interférer en Afghanistan et ignorer les conséquences de leurs manœuvres dans les années 1980. Ces attentats révèlent brutalement que la politique américaine d'influence indirecte avait créé un ennemi qui connaissait parfaitement ses faiblesses. Donc, après le 11 septembre, les États-Unis se tournent vers l'Irak et décident de se venger. Les raisons qui sont avancées sont la présence d'armes de destruction massives, qui d'ailleurs n'ont jamais été retrouvées, la chute de Saddam Hussein et la sécurisation de la région, notamment du pétrole. La France, elle, et plusieurs autres pays refusent de participer à cette guerre. L'invasion plonge l'Irak dans le chaos. L'État s'effondre, la violence explose et des groupes extrémistes apparaissent, dont Daesh. Toute la région s'enfonce dans une longue période d'instabilité. Mais alors on peut se demander où en sont ces pays aujourd'hui. L'Irak, elle est souveraine mais fragile. Le pays reste marqué par les guerres, le terrorisme et l'instabilité politique chronique. L'économie dépend presque entièrement du pétrole et la reconstruction du pays avance très lentement. De l'autre côté, l'Iran, elle, c'est une puissance régionale sous pression. Elle est toujours influente au Moyen-Orient. L'Iran continue à s'opposer aux États-Unis et à leurs alliés et les sanctions pèsent très lourdes sur elle. Mais Téhéran renforce ses alliances avec la Russie et la Chine. Et le dernier pays qui est l'Arabie Saoudite est un allié clé en transformation. Riyad reste très proche de Washington tout en modernisant son économie avec par exemple le projet Vision 2030. Le pays veut réduire sa dépendance au pétrole et devenir un acteur économique et diplomatique majeur. Les années 1980 révèlent quelque chose
d'essentiel. Derrière les grands discours sur la liberté, sur la démocratie ou la lutte contre le communisme, il y avait surtout une logique profondément capitaliste. Les interventions américaines n'avaient pas seulement pour but de gagner la guerre froide, elles cherchaient aussi à sécuriser le contrôle des ressources stratégiques des marchés économiques et des positions géopolitiques indispensables au fonctionnement du capitalisme mondial. En soutenant d'autres régimes, en affaiblissant d'autres ou en finançant des groupes armés via ses alliés, Washington défendait un modèle économique global centré sur l'accès du pétrole, la libre circulation du capital et l'influence des entreprises occidentales. Mais ce jeu d'influence a souvent produit l'effet inverse. Instabilité chronique, montée du radicalisme, crise humanitaire et méfiance profonde envers l'Occident. Voilà, c'était l'avant-dernier épisode de cette série. Et le but ici, c'est d'essayer de comprendre, d'analyser les conséquences d'actes qui ont été faits dans l'histoire. Mais comme d'habitude, je préfère le dire et le répéter. L'histoire, elle est subjective et non objective. Chacun a sa propre vision des faits. Personnellement, je m'appuie sur des livres et sur des recherches pour faire ces vidéos. Si jamais vous avez des questions, besoin de recommandations de livres ou autres, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de ma série. Merci.